Bon, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Donc, dans la lignée des exposés précédents, je vais parler d'optimisation et d'apprentissage avec un point de vue un tout petit peu différent. Dans les exposés de Bernard Chazelle et de Claire Mathieu, entre autres, il était évidemment beaucoup de questions de complexité, mais disons qu'une des notions qui avait un rôle absolument prépondérant, c'était l'aléa. Et l'aléa, c'était plutôt miraculeux. En particulier, on avait pu montrer que dans certains problèmes, même réputés difficiles, on pouvait écrire des algorithmes aléatoires plutôt naturels, subtils mais naturels, pour lesquels la complexité s'effondrait si on était prêt à sacrifier un tout petit peu en termes de fiabilité. C'est-à-dire qu'on était prêt à admettre une probabilité d'erreur faible et bien contrôlée. Donc ça, c'était assez miraculeux. Deuxième miracle, on a vu que pour certains problèmes, les versions aléatoires de ces problèmes, où les données initiales elles-mêmes étaient aléatoires, étaient parfois plus simples que les problèmes déterministes. Et donc, pour certains problèmes dont, encore une fois, les données sont tirées au hasard, on pouvait obtenir une réponse relativement bonne, approximée souvent, mais relativement bonne, sur l'optimum, même si le problème originel, lui, était NP difficile, etc. D'accord ? Et donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Alors, c'est un peu un exercice de populisme scientifique, d'une certaine manière, parce que je ne vais parler que de bonnes nouvelles. Mais je vais plutôt insister sur une notion différente, et très très importante, plus classique aussi, qui est la convexité. D'accord ? Et son impact sur la complexité. Donc, l'aléa jouait un rôle prépondérant, en particulier sur tous ces problèmes NP difficiles, combinatoires, etc. Moi, je vais plutôt parler de problèmes continus et montrer pourquoi la convexité, c'est vraiment un des facteurs déterminants dans la complexité des problèmes continus en grande dimension. D'accord ? Et j'aimerais au moins pouvoir vous convaincre que c'est une notion qui est utile et que les problèmes convexes, même s'ils ont l'air très spécialisés, sont très utiles en pratique et ont un pouvoir d'expression qui est beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait imaginer à première vue. Je vais rapidement parler de dualité, etc. Et, comme l'indiquait le titre de l'exposé, d'un certain nombre d'applications en apprentissage. Alors, pourquoi l'apprentissage ? En fait, c'est assez simple. Il y a 20 ans, en optimisation, on avait pas mal de théories, mais en pratique, on avait deux options. On pouvait faire soit une étude très sérieuse avec des algorithmes relativement sophistiqués, etc., sur des problèmes de très petite taille, pas tellement réaliste, sauf quelques exceptions importantes, où on pouvait s'intéresser à des problèmes de beaucoup plus grande taille, mais malheureusement, cette fois-ci, il fallait un peu sacrifier dans la performance des algos, et on n'avait pas tout à fait la même compréhension théorique de ces algorithmes. D'accord ? Donc on pouvait faire des algorithmes naïfs sur des problèmes sérieux, ou des algorithmes sérieux sur des problèmes naïfs, mais pas le mélange des deux. Et en fait, l'optimisation, c'est un domaine assez confortable parce que grâce à la loi de Moore, qui veut que la puissance des ordinateurs double tous les 18 mois, si vous vous endormez sur votre clavier pendant 18 mois, l'algorithme que vous avez écrit 18 mois auparavant, tout d'un coup, est deux fois plus rapide. Ça, c'est malheureusement de moins en moins vrai parce que l'architecture des ordinateurs est en train de changer, etc. Donc ça devient un peu plus tendu. Mais grosso modo, en 20 ans, il s'est passé énormément de choses. Et donc aujourd'hui, ce qui fait, disons d'une certaine manière, le renouveau, le regain d'intérêt pour l'optimisation, c'est le fait qu'on peut enfin utiliser des algorithmes efficients, bien compris, pour lesquels on a une analyse assez fine de la complexité, sur des problèmes qui ne sont pas tout à fait naïfs, sur des problèmes sérieux. Et en particulier, des problèmes en statistique et en apprentissage. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'interactions, puisque ces algos ont fini par servir, il y a beaucoup plus d'interactions entre les domaines, entre l'optimisation et ces domaines d'application, et en particulier entre les statistiques et l'optimisation. L'apprentissage statistique, c'est quoi ? C'est des statisticiens qui se sont mis à programmer ou des informaticiens qui se sont mis à faire des statistiques. D'accord ? Et l'intelligence artificielle, etc., c'est un peu la même chose. C'est des statisticiens qui se sont mis à résoudre des problèmes d'optimisation ou des membres de la communauté optimisation qui se sont mis à s'intéresser aux statistiques. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Et donc, je vais rapidement décrire qu'est-ce qui fait la complexité des problèmes continus et illustrer les résultats liés à la convexité, etc., par des problèmes d'apprentissage. D'accord ? Donc, illustrer quelques notions clés en optimisation convexe sur des problèmes classiques issus de l'apprentissage.
D'accord? Alors, donc, pour commencer par des transparents assez manichéens sur convexe versus non convexe, qu'est-ce que c'est qu'une fonction convexe? Une fonction convexe, c'est grosso modo une fonction qui ressemble à ça. D'accord? Si je considère le graphe de la fonction, je prends une corde qui relie deux points sur ce graphe, cette corde est toujours au-dessus du graphe de la fonction. Ça, c'est la convexité. D'accord? Et une fonction non convexe, c'est une fonction qui ne satisfait pas cette propriété. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Et le vrai message fondamental de toute la théorie de la complexité algorithmique, etc., sur les problèmes continus en dimension finie, c'est que la convexité, c'est vraiment la propriété clé des problèmes faciles. Autrement dit, pour schématiser lourdement, tous les problèmes convexes sont faciles, et la grosse majorité des problèmes non convexes sont durs, difficiles. D'accord? Alors, en dimension 2, donc dans le plan ici, c'est plus ou moins facile à visualiser, c'est-à-dire qu'à droite, à gauche, on a un problème convexe. Je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de mal à vous convaincre que ce problème de minimisation ici, donc trouver le minimum de cette fonction, ce problème-là n'est pas trop difficile, et que par contre, quand on essaye de minimiser cette fonction-là, comme on a plusieurs minima locaux, on en a potentiellement un là, on a un minima local qui est aussi un minimum global ici, et puis on a un troisième minimum local sur la droite, celui-là est potentiellement un peu plus dur. Malheureusement, en fait, ces images, enfin ces représentations en deux dimensions ne transmettent pas du tout les messages importants sur convexité et non-convexité. En particulier, le problème non-convexe de droite n'a pas l'air d'être tellement plus dur que celui de gauche. Grosso modo, on a 3 minima locaux, donc on peut se dire, en tout cas à la main, que ce problème de droite est 3 fois plus dur que celui de gauche. Si je sais résoudre celui de gauche, avec le même genre d'algorithme, je peux espérer résoudre celui de droite en payant un coût 3 fois plus élevé. Je cherche un premier minimum local ici, un deuxième ici, un troisième ici, je les compare, je garde le meilleur et c'est terminé. Malheureusement, en fait, les choses deviennent intéressantes en grande dimension. Et là, en tout cas, peut-être pour vous les choses sont différentes, mais ma capacité à représenter des problèmes en dimension grande, 1000, 1 million, etc., est un peu limitée. Donc c'est difficile de voir ce qui se passe, mais le message sur la difficulté des problèmes non convexes est assez simple. C'est qu'en fait, lorsque les dimensions s'additionnent, les problèmes se multiplient. Et donc, typiquement, pour un problème non convexe, le nombre de minima locaux devient rapidement exponentiel à mesure que la dimension augmente. D'accord? Et donc, on n'a aucun espoir de, en tout cas, calculer l'optimum global par énumération, etc. Et il faut vraiment un miracle pour espérer obtenir une bonne approximation de la solution. Par contre, pour les problèmes convexes, l'image que je vous donne en dimension 2 ici reste à peu près la même quand on est en dimension 1000 ou 1 million. D'accord? Et un problème convexe en dimension 1000, ce n'est pas tellement plus difficile. Et la géométrie n'est pas tellement différente de ce que vous voyez en dimension 2 ici. D'accord? Et donc, à droite, c'est dur. C'est en particulier de plus en plus dur à mesure que la dimension augmente, et ça devient de plus en plus dur de manière exponentielle, typiquement. À gauche, c'est facile, et ça reste facile quand la dimension augmente. D'accord? Je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose sur la difficulté de ces problèmes non convexes, mais je vais essayer en quelques transparents de vous décrire pourquoi ce n'est pas complètement impossible de comprendre les raisons qui font que les problèmes convexes sont plutôt faciles. Et en particulier, on a un algorithme universel pour résoudre ces problèmes convexes en grande dimension, etc., avec très très peu d'informations. D'accord? Et cet algorithme est très visuel, donc je vais essayer de passer quelques transparents dessus. D'accord? Donc, pour juste poser les définitions correctement, qu'est-ce que c'est qu'un problème convexe? Je vais parler de problème convexe pendant tout l'exposé. Mais en fait, c'est le problème de minimiser une fonction convexe avec des inégalités convexes. Il faut bien, donc FI ici, ça va être une fonction convexe. L'objectif est une fonction convexe, d'accord, dans ce sens-ci. Et on a toujours des bornes de ce type-là, donc on veut que ces fonctions convexes soient inférieures à 0. 0, c'est complètement arbitraire ici. Donc les inégalités sont toujours dans le même sens. Et on peut s'autoriser un certain nombre de contraintes affines. D'accord? Alors ça, à première vue, ça a l'air d'être une hypothèse très très forte sur le problème. Et donc on se dit que ça va énormément restreindre le champ d'application de ces problèmes convexes et que la majorité des problèmes intéressants ne vont certainement pas être convexes. Et en fait,
le grand message et la série de bonnes nouvelles dont je vais parler aujourd'hui, c'est que ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Et que même si ces hypothèses paraissent très fortes, le pouvoir d'expression des problèmes convexes est surprenamment important. Et donc, en fait, beaucoup de problèmes naturels et intéressants se trouvent être convexes. Et donc, en particulier, on a des algorithmes rapides qui produisent des solutions en temps polynomial. Puisque c'est ça le critère, finalement. Les problèmes faciles peuvent être résolus en temps polynomial dans la dimension du problème originel. Les problèmes difficiles sont typiquement exponentiels. D'accord ? Et même si un problème n'est pas convexe, on a souvent aussi de bonnes approximations convexes de ce problème avec des garanties sur la performance de l'approximation. D'accord ? Et donc, de nouveau, l'image en deux dimensions ne traduit pas vraiment toute la richesse de la classe des problèmes convexes. En grande dimension, un problème convexe, ça peut être quelque chose de très exotique, malgré le caractère un peu ennuyeux du graphique que j'ai donné dans le transparent précédent. Et d'ailleurs, on peut montrer que pour certains problèmes polynomiaux, si on laisse la dimension croître, cette fois-ci malheureusement de manière exponentielle, tous les problèmes polynomiaux, convexes ou pas, peuvent se représenter comme des problèmes convexes dans un espace de dimension suffisamment grande, ce qui est relativement spectaculaire et plutôt inattendu. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'un problème convexe, c'est facile ? Donc, je vais juste donner une approche graphique rapide de cette question. Alors, il y a plusieurs façons de définir la convexité. Donc, disons que la définition géométrique classique, c'est en utilisant les cordes. Une autre qui est beaucoup plus intéressante d'un point de vue algorithmique, c'est de dire que si on a un gradient, donc la version multidimensionnelle de la dérivée de la fonction, si on a un gradient au point x, d'accord, le gradient donne une borne inférieure affine sur le graphe de la fonction, d'accord, et que donc la fonction affine qui est issue du gradient, qu'on a représenté ici, est une borne inférieure sur l'ensemble du graphe de la fonction. Et dire que cette propriété est vraie en tout point du graphe, c'est exactement dire que la fonction est convexe. D'accord ? Et ça, c'est fondamental d'un point de vue algorithmique, et c'est en plus facile à visualiser. Pourquoi est-ce que c'est très important, cette notion de borne inférieure affine ? Eh bien, ça permet d'exclure un certain nombre de points, et ça permet de transformer une information locale et très économique sur la fonction en un résultat global sur cette même fonction. Donc, au royaume de la convexité, les myopes sont rois, d'accord ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ici ? On va calculer la valeur du gradient de la fonction en un point. On va vraiment s'intéresser à la fonction sur un voisinage minuscule, d'accord ? Et à partir de cette information extrêmement locale, qui ne coûte pas cher, calculer un gradient, typiquement, ce n'est pas grand-chose, on va pouvoir conclure que la borne inférieure affine issue de ce calcul très local est valable sur l'ensemble du graphe de la fonction. Et donc, si on regarde les choses d'un point de vue graphique et plutôt dans un objectif de minimiser une fonction convexe, par exemple, ici, j'ai représenté les courbes de niveau de la fonction. D'accord ? Donc, il faut imaginer que le graphe de la fonction sort du transparent comme ceci. Ces courbes-ci sont les courbes de niveau, donc tous les points qui sont ici ont la même valeur de la fonction, et le minimum est quelque part au milieu. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que j'obtiens comme information quand je calcule un gradient, le gradient d'une fonction convexe en un point x0 ? Eh bien, à cause de cette propriété de convexité et de borne inférieure affine, je vais pouvoir conclure, en ne calculant que le gradient en x0, que tous les points qui sont à droite de cette droite, d'accord, ont une valeur de l'objectif qui est supérieure à la valeur de l'objectif en x0. Et donc, si je cherche à minimiser, je peux directement exclure ce demi-plan, ce demi-espace, de l'ensemble des minimiseurs potentiels de la fonction. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas grand-chose sur la fonction. Je calcule un gradient en un point, ça ne coûte pas cher. À partir de ce gradient, j'exclus la moitié de l'espace de l'ensemble des solutions potentielles. D'accord ? Et ça, c'est une conséquence directe de la convexité. Ça n'est pas vrai pour les fonctions non convexes. Ça ne marche que parce que la fonction est convexe. Et c'est vraiment cette conversion d'une information locale pas chère en information globale extrêmement utile d'un point de vue algorithmique qui fait le caractère très particulier en termes de complexité des fonctions convexes. D'accord ? Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Alors, en fait,
je vous avais parlé d'un algorithme universel pour minimiser les fonctions convexes. Quel est le principe de cet algorithme? Eh bien, c'est facile. Il va commencer par calculer la valeur du gradient en un point x1, utiliser le gradient pour exclure un demi-espace. D'accord? Tous les points qui sont ici ne peuvent pas être des solutions du problème de minimisation. D'accord? Et puis recommencer. Calculer le gradient dans un deuxième point, x2, utiliser ce gradient pour exclure un deuxième demi-espace, etc., etc. Et on voit que si on calcule le gradient dans un nombre suffisant de points, ici c'est en dimension 2, donc ce nombre est relativement modéré, d'accord, on peut exclure, on peut localiser la solution du problème de minimisation dans un polytope. Et à mesure qu'on évalue des gradients, la taille de ce polytope diminue. D'accord? Et encore une fois, on a juste utilisé la convexité de la fonction, c'est très universel. Alors ça pose en pratique des problèmes un peu délicats, il faut que la taille de l'ensemble de localisation augmente, etc. Et donc en pratique, l'algorithme de l'ellipsoïde, qui est cet algorithme universel qui a été développé dans les années 70 par Shor, Nemiowski et Yudin, d'accord, n'utilise pas des polytopes pour localiser la solution, mais va utiliser une ellipsoïde. Une ellipse ici dans le plan. D'accord? Donc on va partir d'une ellipse, ici epsilon k. Tout ce qu'on sait sur cette ellipse, c'est qu'elle contient la solution. On ne sait pas grand-chose de plus. D'accord? Et que va faire l'algorithme de l'ellipsoïde? Il va calculer le centre de cette ellipse. A priori, ça, c'est pas très compliqué. En fait, d'ailleurs, l'ellipsoïde est plus ou moins défini par son centre et une matrice d'excentricité. Et du coup, on a ce centre. Et si on veut localiser ou réduire au maximum la taille de l'ensemble de localisation, ce n'est pas complètement absurde de chercher à couper cet ellipsoïde en deux par son centre. D'accord? C'est ce qu'on fait. On calcule le gradient de la fonction au centre de l'ellipsoïde de localisation. Ce gradient va exclure tout un demi-espace, donc en particulier une grosse fraction de l'ellipsoïde epsilon k. Et là, il ne reste plus qu'une dernière étape, qui est de dire, voilà, on va se replacer dans les hypothèses précédentes, on va chercher une nouvelle ellipsoïde, qui est la plus petite ellipsoïde qui contienne la région ici, qui est en fait la moitié, l'ellipsoïde précédent, de localisation précédente, tronquée par le demi-espace des solutions qu'on a exclues. OK? Donc, je répète, on part d'un centre, d'une ellipsoïde dont on sait qu'elle contient l'optimum. En ce centre, on calcule le gradient, ça exclut tout un ensemble de points des solutions potentielles. Il ne reste plus que ces points-ci, et on cherche une autre ellipsoïde de taille minimale qui contienne cet ensemble de points qui sont finalement les seules solutions possibles restantes après l'évaluation du gradient. D'accord? Donc on a une nouvelle ellipsoïde et on répète la procédure à l'infini. D'accord? Donc les problèmes dans les algorithmes de localisation par polytope, etc., c'est que ce n'est pas toujours facile de calculer le centre, et en plus la description de l'ensemble de localisation devient de plus en plus complexe à mesure que l'algorithme progresse, et ça pose des problèmes numériques un petit peu ennuyeux. Pour l'algorithme de l'ellipsoïde, on avait une ellipsoïde à l'itération k, on a une nouvelle ellipsoïde à l'itération k plus 1. En plus, calculer epsilon k plus 1, donc la nouvelle ellipsoïde de localisation, c'est très facile à partir d'epsilon k et du gradient. Et le résultat fondamental sur cet algorithme, c'est que le volume de l'ellipsoïde, de la nouvelle ellipsoïde de localisation, après qu'on ait découpé l'ancienne, est une fraction qui est inférieure à 1 du volume de l'ellipsoïde originelle. Et donc, le volume de l'ellipsoïde de localisation va converger vers 0, et on obtient une solution. Alors une solution, évidemment, c'est quoi? C'est une ellipsoïde de volume fixé, epsilon, petit, typiquement, qui contient la solution. Donc on n'a pas vraiment la solution, mais on peut dire qu'elle est dans une petite ellipsoïde de taille epsilon, c'est déjà pas mal. Et on a une borne polynomiale sur le nombre d'itérations nécessaires à obtenir cette ellipsoïde de localisation toute petite. D'accord? Et donc, schématiquement, sur une fonction assez simple dont les courbes de niveau sont en pointillés ici, on voit comment l'algorithme progresse. On part de x0, etc., qui est dans une sphère ici. On calcule un premier gradient, on sépare cette sphère en deux, on calcule une ellipsoïde qui contient la demi-sphère, et puis on reprend l'algorithme à partir de cette ellipsoïde qui est ici.
De nouveau, on utilise son centre, on calcule un gradient, on la coupe en deux, on calcule une nouvelle ellipsoïde, et petit à petit, on voit qu'en répétant ces itérations, la taille de l'ellipsoïde de localisation finit par diminuer de manière significative. D'accord? Donc ça, c'est l'algorithme de l'ellipsoïde. Ça n'utilise que la propriété de borne inférieure affine de la fonction générée par le gradient pour les fonctions convexes. Donc on n'utilise que le fait que la fonction est convexe. Donc c'est un algorithme qui est complètement universel, qui permet de minimiser toutes les fonctions convexes, et dont la complexité est polynomiale. Donc ça, c'est merveilleux. Malheureusement, ce n'est merveilleux que sur le papier, parce que je ne serais probablement pas, si la méthode de l'ellipsoïde était particulièrement efficace, l'optimisation ne serait probablement pas un domaine. D'accord? C'est aussi très très lent, la méthode de l'ellipsoïde, et on a des méthodes qui marchent beaucoup mieux pour des problèmes en grande dimension, etc. La convergence de l'algorithme de l'ellipsoïde n'a de valeur finalement que sur le papier. En pratique, on peut faire beaucoup beaucoup mieux, et on a vraiment intérêt à faire beaucoup mieux. D'accord? Et un des exemples classiques où on peut faire beaucoup mieux, c'est la programmation linéaire. Alors, la programmation linéaire, c'est vraiment un grand classique. C'est intéressant parce que c'est un algorithme qui date d'avant l'informatique, les ordinateurs, etc. Les premiers programmes linéaires étaient résolus par des soldats qui étaient enfermés dans une pièce et qui faisaient de l'algèbre linéaire à la main. Et donc, les ordinateurs aujourd'hui, ça produit de la chaleur. À l'époque, ça transpirait. D'accord? Enfin, c'est probablement pas un des jobs les plus enviables de l'armée de l'air. Et donc ça, on a résolu ces algos très tôt avec de l'algèbre linéaire élémentaire, etc. Et le fameux algorithme du simplex de Dantzig. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite que c'était une solution combinatoire à un problème qui était convexe, et que la complexité de l'algorithme du simplex, même si en pratique il marche très bien, était potentiellement exponentielle. Et on a des programmes linéaires pour lesquels l'algorithme du simplex prend un nombre exponentiel d'itérations pour obtenir la solution. Et donc ça, c'était problématique. Et donc, une des premières applications de l'algorithme de l'ellipsoïde était de montrer que on peut en tout cas sur le papier obtenir un algorithme polynomial pour résoudre les programmes linéaires qui sont après tout des problèmes convexes très standards puisqu'on a un objectif affine, des contraintes affines et une contrainte conique de positivité sur les coefficients du vecteur x. Tout ça, c'est vraiment très très convexe. D'accord ? Et donc, une des premières applications papier, en tout cas, de ce résultat sur la complexité de l'algorithme de l'ellipsoïde, c'était de montrer que la complexité théorique, en tout cas, de la programmation linéaire était polynomiale. Et en fait, une des premières révolutions intéressantes en optimisation est venue vers le milieu des années 80, où Karl Marquardt, chez Bell Labs, a produit un algorithme qui était à la fois polynomial sur le papier et efficace en pratique. Pas tout à fait encore compétitif avec le simplex, mais pas loin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le simplex est resté compétitif, ce qui est quand même un résultat intéressant sur la longévité des résultats algorithmiques. D'accord ? C'est un algorithme qui date d'une époque où on n'avait vraiment pas grand-chose en termes de matériel informatique, etc. Mais qui reste compétitif. Et on a aussi des méthodes de points intérieurs pour lesquelles on sait que la complexité est bornée et polynomiale, etc., et qui résolvent les programmes linéaires de manière très efficace. D'accord ? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça, je vais parler de... Alors, ce qui est vrai pour la programmation linéaire est en fait vrai pour un grand nombre de problèmes convexes. On a pu généraliser récemment les résultats obtenus pour la programmation linéaire à une classe beaucoup, beaucoup plus large de problèmes convexes. Donc, je vais en évoquer un certain nombre aujourd'hui pour parler d'apprentissage, etc. Je vais rapidement parler aussi de dualité. Alors, la dualité, c'est encore quelque chose qui est très spécifique, en tout cas la dualité forte, c'est quelque chose qui est très spécifique aux problèmes convexes. D'accord ? Quand un problème est convexe, modulo quelques hypothèses techniques qui sont pour la plupart très faciles à vérifier, on a toujours le problème original et un problème qu'on appelle problème dual, qui parfois lui ressemble de très près, parfois pas, et dont l'optimum, alors si le primal est un problème de minimisation, le dual est un problème de maximisation, donc il y a vraiment une symétrie. Donc de nouveau, sous certaines conditions techniques, on peut montrer que la valeur de ces deux problèmes, l'optimum de ces deux problèmes, est le même. Donc les valeurs optimales de ces deux problèmes sont égales. Et ça, c'est très intéressant, et on peut d'ailleurs montrer beaucoup plus que ça. Souvent, les algorithmes qui résolvent l'un donnent aussi une solution de l'autre. La solution du dual a souvent quelque chose d'intéressant à dire sur la robustesse de la solution du primal, etc. Et alors, ça, je vais essayer de l'illustrer brièvement aujourd'hui aussi. Quand le primal a une interprétation naturelle,
souvent, le dual, lui aussi, a une interprétation naturelle qui n'est pas toujours directement reliée. D'accord? Donc voilà, donc ça c'était pour la théorie. Et donc maintenant, je vais parler grosso modo de illustrer en gros ces résultats sur 3 problèmes d'apprentissage. Le premier d'entre eux est vraiment un grand naufrage de la science moderne en termes de baptême des algos. D'accord? Donc ça s'appelle les machines à support de vecteurs. Alors ça, c'est vraiment tragique parce que c'est vraiment un des plus grands succès de l'algorithmique et de l'optimisation et de l'apprentissage statistique, etc. Et le nom est abominable. D'accord? Donc, et en anglais et en français, c'est totalement désastreux, mais c'est vraiment très utile. Donc je vais utiliser SVM maintenant pour désigner ces machins-là. Et en fait, le problème originel est vraiment très simple, mais vous allez voir que ça se raffine très très vite. Donc on a 2 classes de points, noir et blanc ici. Et alors on est dans le plan, mais enfin évidemment ça va devenir intéressant quand la dimension augmente. Et alors ici on suppose que ces 2 nuages de points sont séparables, et on va essayer de trouver une droite qui les sépare. D'accord? Donc ça paraît élémentaire, c'est pas complètement clair que ce soit facile à résoudre d'un point de vue algorithmique, mais en fait la réponse c'est le cas. Et à quoi ça sert? Eh ben, typiquement, par exemple, si on s'intéresse à la fréquence de certains mots dans des articles, les articles positifs, par exemple, sur une compagnie, auront beaucoup le mot jump, et les articles négatifs auront, par exemple, beaucoup le mot fall. D'accord? Et donc, pour chaque article, on a dans le plan la fréquence du mot fall et la fréquence du mot jump, et ça positionne l'article dans ce plan. D'accord? Et ça permet si on trouve une droite qui sépare ces 2 nuages de points, ça permet, quand un nouvel article arrive, de décider si cet article est potentiellement positif ou négatif. D'accord? Ça, c'est un exemple en texte, mais on va voir qu'il y en a beaucoup d'autres. Et donc, la première question qu'on se pose, enfin, quand on s'intéresse à ce problème-là, c'est d'abord, est-ce qu'on peut le formaliser? Et ensuite, est-ce qu'on est vraiment limité au cadre linéaire? Est-ce qu'on est limité au cas où les classes sont parfaitement séparables, etc. Et heureusement, et c'est ce qui fait le succès de ces méthodes, la réponse à toutes ces questions, c'est qu'on n'est pas du tout limité. D'accord? Et donc, pour voir ça, il faut commencer à écrire les choses de manière un peu plus formelle. Donc, qu'est-ce qu'on a en entrée? On a des points, les données, et ça, ils sont dans un espace de dimension n, et n est potentiellement très très grand, et on va voir qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses sur la taille de n. D'accord? Et on a des labels. Donc, pour chacun de ces points, on a +1 et -1. D'accord? Pour les départager en 2 classes. Et ce qu'on cherche, finalement, d'un point de vue algébrique, c'est quoi? C'est un vecteur de Rn tel que son produit scalaire avec tous les points de la première classe est positif, et le produit scalaire avec tous les points de la seconde classe est négatif. D'accord? Et donc, ce que sort un algorithme de classification, c'est ce vecteur W. Et la question, c'est comment le contraindre, etc., le pénaliser pour obtenir un W dont la performance ensuite en termes de classification est la meilleure possible. D'accord? Bon, ça c'est très bien, c'est le problème de classification linéaire. Donc la première question qu'on se pose quand on voit ce problème sur le papier, c'est de se dire, OK, la classification linéaire c'est bien, mais c'est très très restrictif. D'accord? Et ce qu'on aimerait vraiment, c'est pouvoir faire de la classification avec des fonctions qui ne soient pas des droites. On imagine bien qu'en pratique, les choses sont plus subtiles que ça, et que donc on voudrait un peu de souplesse en termes géométriques. Et là, la réponse est très facile, c'est que si on veut faire de la classification non linéaire, il suffit de rajouter des variables artificielles, d'une certaine manière. Donc en particulier, si on veut faire de la classification quadratique, on rajoute des variables qui sont les carrés ou des polynômes dans les variables originelles, les données originelles. Mais la nature du problème de classification, même si on veut faire de la classification polynomiale, ne change pas. Parce que même si c'est très tentant de se dire « ah là là, ça va devenir non linéaire, etc. » parce qu'on a un polynôme dans les données, ce polynôme, il est écrit dans les données. Donc c'est quelque chose qui est une entrée, c'est fixe. Et ce qui change, en fait, ce sont les coefficients du polynôme. Et le problème de classification dans les coefficients du polynôme est linéaire. Donc la classification non linéaire, c'est bien non linéaire dans les données, mais ça reste linéaire dans les variables. Et c'est ça qui compte. D'accord? Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire que faire de la classification, donc par exemple trouver une ellipsoïde qui départage 2 nuages de points, ou trouver une forme géométrique de degré 4, etc., qui départage ces nuages de points, c'est à peu près aussi facile que de faire ça avec une droite. D'accord? Et d'ailleurs, l'algorithme derrière est exactement le même. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle.
La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, les nuages ne sont pas toujours parfaitement séparés, etc. Donc, il faut un peu pénaliser, on peut s'autoriser à des débordements. Hein. Et ça, ça aussi, c'est facile. En fait, on mesure l'erreur qu'on commet sur chacune des classes, on somme les erreurs, on la minimise, et on trouve une droite de classification, d'accord, qui sépare des ensembles qui ne sont pas, en tout cas, séparables sur le papier. Donc ça aussi, c'est très facile à faire. Même chose dans le cas opposé, où par contre, les nuages de points sont trop séparés, et où on a l'embarras du choix dans les vecteurs de classification. On sent bien qu'il y a parmi tous les vecteurs possibles qui séparent les points, ici, il y en a un qui est mieux aligné avec la géométrie des ensembles, et c'est potentiellement celui-là qui aura le meilleur pouvoir de généralisation sur de nouveaux points, le meilleur pouvoir de prédiction. Et donc, on aimerait bien aligner le vecteur de classification, la droite de classification, avec la géométrie de l'ensemble. Ça, c'est possible. Et c'est possible de manière très simple. On va maximiser la marge entre la droite de classification et les nuages de points. Donc, autrement dit, on va maximiser la marge entre cette droite-ci et cette droite-là. Et ça, miraculeusement, c'est aussi un problème convexe. Ce n'est plus un problème linéaire, mais l'objectif qui est introduit par cette maximisation de la marge est quadratique, convexe, etc. Donc, on peut résoudre ça avec des très, très, très bonnes garanties sur la complexité. D'accord ? Donc, toutes les choses naturelles qu'on demande à ce problème, on rajoute de plus en plus de desiderata à notre liste à la description de l'algorithme, mais ça reste toujours convexe, et donc c'est entre autres ça qui fait le succès de ces méthodes. En pratique, qu'est-ce qui se passe ? On n'est évidemment pas du tout en dimension 2, les données sont de très très grandes dimensions, mais ça on va voir que ça n'a absolument aucun impact. La fonction qui opère la classification est extrêmement non linéaire, mais ça encore, ça n'a pas beaucoup d'impact. En fait, le gros problème pratique, c'est qu'on a souvent énormément de fonctions qui classifient parfaitement les données. Et ce qu'on veut chercher à faire, c'est trouver la plus naturelle d'entre elles, celle qui aura le meilleur pouvoir de prédiction. Et ça, c'est un petit peu délicat. Et en fait, on finit par faire toujours un arbitrage entre la marge, donc l'alignement entre la géométrie, la simplicité de la fonction de classification, et l'erreur qu'elle commet sur l'ensemble d'apprentissage. D'accord ? Donc, très rapidement, je vous ai parlé de dualité. Le problème de classification où on a à la fois une maximisation de la marge et on s'autorise un certain nombre de débordements sur la classification est en fait un programme quadratique avec contrainte linéaire, donc il est très facile à exprimer. Juste pour ses qualités graphiques, et parce que les résultats sont très simples ici, je vous montre brièvement comment dériver le dual. En fait, on forme une fonction qui est le Lagrangien, qui est un espèce de problème non contraint qui ressemble de très près au problème originel, mais avec des pénalités. D'accord ? Après un petit peu de travail sur le Lagrangien, on obtient un autre problème quadratique, qui est le dual, qui ressemble de très près au problème originel, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Je vous passe les détails. Mais un des résultats fondamentaux de la dualité pour ces problèmes de classification, c'est qu'on peut écrire le vecteur de classification comme une combinaison linéaire des vecteurs de données. D'accord ? Donc on représente le vecteur de classification comme une combinaison linéaire des entrées, ce qui est très très important. Mais on peut faire un constat encore plus important sur ce problème dual. Donc on a écrit le problème de classification avec maximisation de la marge, erreur, etc. On s'intéresse à son dual. Donc par convexité, etc., on sait que la valeur du dual, c'est la valeur optimale du dual, c'est la valeur optimale du primal. Et que dans le cas présent, en tout cas, on peut obtenir une solution du primal quand on a résolu le dual. Donc finalement, résoudre le primal, le problème de classification, ça revient à résoudre ce problème quadratique qui est ici. Et ce qui est très important dans ce problème quadratique de SVM, c'est ce qui n'apparaît pas. D'accord ? Et ce qui n'apparaît pas dans le problème tel qu'il est formulé ici, c'est la dimension originale du problème. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, en fait, les données, toute l'information géométrique qu'on a sur les données est résumée dans cette matrice X transpose X. Et ça, c'est une matrice carrée dont la dimension, c'est le nombre d'échantillons, le nombre d'observations qu'on a dans le problème de classification. Nulle part n'apparaît la dimension de l'espace originel. D'accord ?
Et ça, c'est crucial, parce que ça veut dire que la complexité du problème de classification ne croît qu'en fonction du nombre d'échantillons. En pratique, la complexité de l'ordre de m à la puissance 1,5, ce qui est très faible, d'accord. Bon, parfois, pour la classification linéaire, la taille des coefficients du vecteur de classification donne des indications sur l'importance des variables, etc. Donc, ça sert parfois de s'intéresser au primal. Mais en pratique, ce qui est merveilleux, c'est que dans le dual, la taille de l'espace de départ et la nature des données, d'une certaine manière, n'apparaît pas, dans la complexité en particulier. Et ça, c'est ce qui donne leur souplesse à ces méthodes par noyau, de classification par noyau. On va appeler la matrice K, X transpose X, une matrice de noyaux. C'est qu'en fait, on peut définir des noyaux pour à peu près n'importe quel type de données. Et donc là, il y a vraiment une industrie. On fait des noyaux pour la voix, les signaux acoustiques. On fait des noyaux pour les images, pour les transformer des images. On fait des noyaux avec de la programmation dynamique pour aligner des séquences ADN. On fait des noyaux pour classifier des images par la distribution des couleurs, etc. On fait des noyaux pour du texte en s'intéressant à la fréquence des mots. D'accord ? Donc on résume un texte par la fréquence de certains mots dans un dictionnaire, la fréquence de leur apparition dans le texte. Et ça permet de faire de la catégorisation, par exemple, avec une performance qui est plutôt spectaculaire. C'est quelque chose qui est abominable à faire à la main et qui marche très très bien de manière automatique. Et donc la performance de ces méthodes est extraordinaire. Et de nouveau, ce qui fait vraiment marcher les choses ici, c'est que en fait, on résout le problème dual. Et dans le problème dual, peu importe que les données soient en dimension infinie ou gigantesque, que ce soit des signaux, des séquences de lettres, etc., ce qui compte dans la complexité, c'est le nombre d'échantillons, pas la taille de l'espace de départ. Donc on fait de la classification en dimension infinie, mais on résout des problèmes dans des dimensions qui sont beaucoup plus confortables. Et ça, c'est fondamental, et c'est ce qui a fait le succès de ces méthodes. D'accord ? Donc elles ont été très mal baptisées, mais en pratique, elles sont extrêmement utiles. D'accord ? Donc je vais rapidement parler d'un autre exemple où encore la convexité joue un rôle moteur dans l'application pratique, dans la résolution de problèmes qui sont apparemment extrêmement difficiles, c'est l'échantillonnage compressé. Alors, en pratique, on part de quelque chose qui a l'air très familier, un système linéaire. D'accord ? Je ne parle plus du tout de classification, là, on fait vraiment des choses très élémentaires. Je vais résoudre un système linéaire. La seule difficulté, parce qu'il faut faire quand même un petit peu plus exotique que juste des systèmes linéaires, c'est qu'on a beaucoup plus d'inconnus, x, dans x, la taille du vecteur x, que d'équations sur x. D'accord ? Si vous avez des souvenirs vagues de la résolution des systèmes linéaires, typiquement, quand on a plus d'inconnus que d'informations, le système est lourdement indéterminé. Et ici, on va supposer que c'est le cas. D'accord ? Et donc, a priori, ça, je suis heureux de vous informer que la théorie n'a pas changé sur les systèmes linéaires. Ça reste toujours dur aujourd'hui. Okay ? Mais par contre, ici, on va ajouter une information supplémentaire qui est que le vecteur x n'a que quelques coefficients non nuls. D'accord ? Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut exploiter cette information pour résoudre le système linéaire et, d'une certaine manière, faire de l'algèbre linéaire dans la dimension, dans la taille du vecteur x, et pas dans l'espace originel. Et ça, à quoi ça sert ? Ça sert notamment en images, parce que si vous réfléchissez à ce qui se passe quand vous prenez une photo avec un appareil numérique, il y a beaucoup de gâchis. Donc on prend une photo, il y a un capteur qui a des mégapixels à ne plus savoir qu'en faire, d'accord ? C'est un argument de marketing extraordinaire. Donc avec 16 millions de pixels. Et donc on enregistre la valeur de ces 16 millions de pixels, en tout cas au niveau du matériel. Et ensuite, l'information sur la couleur enregistrée par chacun et la luminosité enregistrée par chacun de ces pixels passe par un algorithme qui va compresser ces données, parce que 16 millions de pixels, c'est beaucoup trop cher à stocker. D'accord ? Et créer un fichier JPEG, etc., beaucoup plus petit que ce que la taille originelle de l'information pourrait laisser prédire. Et donc il y a énormément de gâchis parce qu'on a capturé beaucoup d'informations, mais on en stocke finalement pas beaucoup. Okay ? Et ça, c'est pas très grave quand on fait de la photo parce que les capteurs coûtent rien, etc., c'est facile à fabriquer, donc c'est vraiment pas un problème. Mais ça, c'est vrai pour la photo traditionnelle. Si par exemple on fait de l'infrarouge, un pixel dans l'infrarouge, ça coûte très très cher.
Et donc, on aimerait faire la même chose, prendre des photos dans l'infrarouge, mais avec beaucoup moins de pixels. Et une des façons de faire ça, et une des applications de ce problème de résolution des programmes linéaires, c'est de directement capturer l'image et de la compresser par un mécanisme matériel adéquat, et donc de ne pas gaspiller de l'information en captant beaucoup trop d'infos et en la compressant. D'accord ? On va faire les étapes de capture et de compression en même temps par un dispositif adéquat. Et ce qui fait tourner la boutique dans ces nouvelles applications de l'algèbre linéaire parcimonieuse, d'une certaine manière, et de l'échantillonnage compressé, c'est la résolution, le fait que maintenant, on est capable de résoudre les systèmes linéaires indéterminés, où on a cette information supplémentaire que la solution est parcimonieuse. D'accord ? Donc ça, je l'ai expliqué rapidement, ça sert par exemple dans la photographie infrarouge, etc. Mais d'où vient cette hypothèse de parcimonie ? En pratique, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu artificiel. La parcimonie, c'est un proxy, c'est quelque chose qui est plus facile à traiter qu'un phénomène qu'on observe à peu près partout dans la nature, qui est les lois puissance. D'accord ? Et ces lois puissance apparaissent à peu près n'importe où, enfin à peu près n'importe où, pardon, apparaissent dans énormément de phénomènes physiques. D'accord ? Et donc je vais vous en montrer quelques exemples. Donc qu'est-ce que ça veut dire une loi puissance ? Ça veut dire que la fréquence de certains termes diminue de manière exponentielle. On a des distributions qui diminuent de manière exponentielle. Pour, par exemple, ici, la fréquence de certains mots dans Wikipédia. D'accord ? Donc comment lire ce graphe ? Ça veut dire qu'ici, on a 100 000 mots dans Wikipédia qui apparaissent une dizaine de fois. D'accord ? Et une dizaine de mots qui apparaissent 1 million de fois. D'accord ? Donc ça, c'est à peu près le comportement de la représentation en fréquence des articles dans Wikipédia. D'accord ? Donc ce graphique vient de Wikipédia. Et la régularité, alors, donc ça, ce qui est important ici, c'est que c'est en échelle logarithmique. D'accord ? Et on voit que la distribution décroît de manière extrêmement régulière et exponentielle pour cette représentation en termes de fréquence des articles de Wikipédia. Mais ces phénomènes-là se retrouvent à peu près partout. Par exemple, pour les tremblements de terre. Alors, c'est quoi ce graphe, qui est de nouveau étonnamment régulier ? C'est nombre de tremblements de terre par magnitude. D'accord ? Donc ça, c'est Tokyo et San Francisco, et ça, c'est Bruxelles. D'accord ? Et ce qu'on voit, c'est que de nouveau, cette distribution des tremblements de terre par fréquence versus magnitude est très régulière et suit une loi exponentielle. D'accord ? Même chose pour le rang des pages pour les critères PageRank utilisés par Google. D'accord ? Et même chose pour, par exemple, aussi le degré des sommets sur un graphe. Alors, ça, c'est vrai pour beaucoup de graphes. Le graphe de collaboration en mathématiques. Alors, le degré, c'est quoi ? C'est le nombre de liens vers un sommet particulier dans un graphe. D'accord ? Donc, pour les maths, par exemple, c'est le nombre de collaborateurs ou de co-auteurs pour un mathématicien donné. D'accord ? Une loi puissance. Les citations, une loi puissance aussi. Le nombre de liens sur le web, une loi puissance. Le nombre de liens physiques, cette fois-ci sur l'Internet, une loi puissance. Le graphe de l'alimentation en électricité, une loi puissance. Et les interactions entre protéines, une loi puissance. Et encore une fois, ce qui est surprenant, c'est que ces données qui sont empiriques sont d'une régularité vraiment impressionnante. D'accord ? Et donc, chaque fois qu'on parle de parcimonie, c'est qu'on a derrière la tête ce schéma où, en fait, les coefficients du vecteur qu'on va chercher à reconstruire sont distribués selon cette loi puissance. D'accord ? Et ça, ce n'est pas du tout absurde. Et en fait, donc, on va chercher quoi ? On va chercher un vecteur parcimonieux qui est solution d'un système linéaire. Et ça, malheureusement, c'est un problème qui est combinatoire. Parce qu'on va en fait résoudre le problème, le système linéaire, en partant du principe que la solution est localisée sur un certain support. Et pour pouvoir résoudre le problème exactement, il va falloir itérer sur tous les supports possibles. Et en fait, les supports de taille k, il y en a un nombre exponentiel. D'accord ? Donc, a priori, le problème de reconstruire un signal parcimonieux ou puissance à partir d'un système linéaire indéterminé est combinatoire et extrêmement difficile. Mais depuis des temps immémoriaux,
les gens ont utilisé une approximation convexe de ce problème, où au lieu de minimiser la taille, le nombre de coefficients non nuls du vecteur x, du vecteur x, pardon, il minimise sa norme L1, c'est-à-dire la somme des valeurs absolues de la variable. D'accord? Toujours sous contrainte linéaire. Et ça, miraculeusement, c'est un programme linéaire, donc on sait faire, ça coûte pas cher, on a des bornes, etc. Et ce qui s'est passé récemment, alors, c'est qu'on s'est rendu compte que ce truc-là, qui était un peu un hack, ça marche très très bien. Et donc on peut le voir ici sur un graphe où on a vraiment la transition de phase de manière très, très explicite. Quand le signal qu'on cherche à reconstruire, le signal E, est suffisamment petit, d'accord, et que la matrice A satisfait des propriétés dont je ne parlerai pas ici, d'accord, et qu'on tire, ici, qu'est-ce qu'on fait? On tire le signal E au hasard parmi tous les signaux d'une taille donnée, et puis on enregistre la probabilité que le programme linéaire va reconstruire la solution optimale, c'est-à-dire le vecteur E. D'accord, ça ne marche pas toujours, mais ça marche avec une certaine probabilité, et on enregistre cette probabilité empirique dans ce graphe-ci. Et ce qu'on voit, c'est que, évidemment, quand le signal est trop grand et qu'on a un nombre d'échantillons fixe, on est cuit. D'accord? Mais par contre, très rapidement, quand la taille du signal diminue, la probabilité de reconstruire le signal exactement en résolvant le programme linéaire facile, elle augmente de manière spectaculaire. D'accord? Et donc on résout un problème combinatoire en utilisant un algorithme et une approximation convexe. Et ça, pendant très longtemps, c'était un peu de l'amateurisme. On savait que ça marchait, mais on ne savait pas pourquoi. Et une des grandes nouvelles de ces 5 ou 10 dernières années en optimisation, c'est comment on commence à comprendre beaucoup mieux pourquoi ces approximations marchent et qu'est-ce qui fait qu'une matrice A est plutôt bonne pour reconstruire des signaux parcimonieux et une matrice A ne marchera pas. Et donc on caractérise la transition entre la reconstruction du signal, ici, dans ces zones, et l'impossibilité de reconstruire le signal en fonction du nombre d'échantillons et de la taille du signal. Et donc, par exemple, dans cette région-ci, si on a ce type de ratio entre le nombre d'échantillons et la dimension de l'espace, et ce genre de taille de signal, on va systématiquement reconstruire le signal en résolvant le programme linéaire. Ça, c'est complètement nouveau, et c'est un des fruits de cette collaboration un peu plus rapprochée entre les statisticiens et la communauté d'optimisation, c'est qu'on finit par comprendre pourquoi tous ces trucs qui avant étaient un petit peu du folklore ont en fait une justification théorique complètement explicite. D'accord? Donc je ne sais pas combien de temps il me reste. Pas grand-chose. Hein. 5-10 minutes. On peut faire un vote, mais n'hésitez pas à commencer à faire beaucoup de bruit si ça, enfin, si ça s'assure. Donc voilà, je vais terminer sur encore 2 surprises rapides et graphiques. Donc j'ai parlé de programmation linéaire, et donc ça, depuis très longtemps, on sait que c'est facile. Ce qui est intéressant, et encore vraiment un des grands messages de l'optimisation récemment, c'est qu'en fait, l'analyse de la complexité qu'on fait maintenant sérieuse sur la programmation linéaire peut être généralisée à une classe très très large de problèmes. Et cette classe inclut des problèmes dont auparavant on avait l'impression qu'ils étaient vraiment complètement hors d'atteinte. Et parmi ces problèmes, il y a la programmation semi-définie. Alors, c'est quoi un programme semi-défini? Ça ressemble de très près à un programme linéaire. On va minimiser un objectif linéaire, on a un certain nombre de contraintes linéaires. La seule chose, c'est que maintenant, au lieu de s'intéresser à un vecteur, on va s'intéresser à une matrice symétrique. Mais bon, jusqu'à présent, il ne se passe rien de spécial. D'accord? Ça, en fait, c'est le produit scalaire sur les matrices. La seule chose qu'on va demander à cette matrice, c'est d'être positive semi-définie. Alors, je vous ai parlé des détails, mais globalement, c'est une contrainte dont on sait qu'elle est convexe, mais qui est extrêmement pénible, en tout cas dans l'analyse classique, parce qu'elle est très très non linéaire. Les valeurs propres, c'est non différenciable, non linéaire, etc. C'est abominable. Et non seulement on a une contrainte sur ces valeurs propres, mais en plus, ce sont des contraintes d'inégalité. D'accord? Et donc ça, pendant très longtemps, on pensait que plus un problème était linéaire, plus il était facile, et plus un problème était non linéaire, plus il était difficile. Et en fait, ce qu'a montré l'analyse moderne de la méthode de Newton, etc., pour les problèmes du type conique, par exemple, comme ceci, c'est qu'il n'y a pas tellement de différence entre un programme linéaire et un programme semi-défini, et qu'en particulier, les algorithmes qui permettent de résoudre les programmes linéaires avec de bonnes garanties de complexité résolvent aussi les programmes de ce type-là, les programmes semi-définis. Et que donc, un programme semi-défini, même si ça paraît abominable à premier abord, ce n'est pas tellement plus compliqué. Alors,
Il y a un facteur n, etc. C'est quand même, il faut rester raisonnable. Mais sur le papier, en tout cas, ce n'est pas tellement plus compliqué qu'un programme linéaire. Et ça a vraiment créé un certain engouement en termes d'application, etc., un peu comme la programmation linéaire. La programmation linéaire, au début, ça avait l'air d'être un peu un gadget, il fallait avoir des soldats à portée de main, etc. C'était vraiment pas très pratique. D'accord ? Mais à mesure que les gens ont réalisé que résoudre un programme linéaire, c'était facile, les applications sont venues, etc. Il y a eu un effet d'entraînement, on a eu de meilleurs algos, etc. C'est la même chose pour la programmation semi-définie, mais c'est d'autant plus vrai qu'en fait, le pouvoir d'expression d'un programme semi-défini est extrêmement riche. C'est-à-dire que c'est facile de reconnaître un programme linéaire, ils ont tous à peu près la même tête. D'accord ? Pour un programme semi-défini, c'est beaucoup plus subtil, et les programmes du type programmation semi-définie émergent à des endroits où on ne les attend pas. Donc, résoudre un problème d'optimisation sur des polynômes, un problème d'optimisation semi-algébrique, ça peut s'écrire comme un SDP. Et donc, je vais donner deux exemples rapides pour illustrer ce point de vue. Donc, très rapidement, on est sur un graphe. Et on se balade sur ce graphe, donc en chaque point, ici, on a une petite probabilité d'aller vers ce point-là, une probabilité d'aller vers ce point-là, une probabilité d'aller vers ce point-là, etc. Et donc, on va supposer que nos variables ici, ce sont ces probabilités. Et qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? On va chercher à couvrir le graphe de manière la plus uniforme possible. D'accord ? Et à quoi ça sert ? Typiquement, vous êtes un moteur de recherche, vous allez régulièrement mettre à jour votre information et visiter le web, les pages une par une, pour mettre à jour l'index, d'accord ? Et le but, c'est de visiter chaque page avec l'ensemble du web avec une probabilité qui est relativement uniforme. Et ça, c'est quelque chose de local, c'est-à-dire que vous allez le faire en parcourant les liens un par un, clic, 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 d'accord ? Sauf que, heureusement, ce n'est pas fait à la main. Et donc, une question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on peut trouver les probabilités ici, donc choisir d'une certaine manière les pages qu'on va visiter à l'étape d'après, pour que ça mélange le plus vite possible, d'accord, et pour qu'on ait un maximum de chances de couvrir l'ensemble du web en un minimum de temps. Il se trouve, et je vous passe les détails, que résoudre ce problème-là, c'est équivalent, à peu de choses près, à un programme semi-défini, d'accord, sur les probabilités de passer d'un lien à l'autre, d'une page à l'autre. D'accord, donc ça se résout. Alors évidemment, ça ne se résout pas à l'échelle du web, mais ça permet d'avoir un peu d'intuition sur ce qui est une bonne idée ce qui serait un bon algorithme de parcours du web. D'accord ? Mais ce qui est très intéressant, en fait, plutôt d'un point de vue curiosité scientifique, c'est de s'intéresser au dual de ce problème. Donc là, on se balade sur un graphe, etc., et on essaye de converger le plus rapidement possible vers la distribution uniforme sur ce graphe. On obtient un programme semi-défini, c'est un programme convexe. Et donc, je vous ai dit que par dualité, pour ce problème convexe, il y avait un autre problème, son dual, dont la valeur optimale est la même, et qui est aussi un programme semi-défini. Donc, il ressemble à ça. Il est ici pour ses qualités graphiques. Et ça, en fait, ça aussi, ça a une interprétation. En fait, on peut regarder l'objectif comme un terme de variance. Ça, ce sont des contraintes géométriques sur la distance entre deux points. Et c'est quoi ce dual du problème de trouver la distribution qui mélange le plus vite sur un graphe ? C'est un problème de dépliage. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a comme information ici ? On a cette espèce de... Alors ça s'appelle un Swiss roll en anglais. Ici, c'est quoi ? C'est bref, peu importe. C'est une espèce de truc au raisin qu'on mange le matin. Enfin, en spirale. Pardon ? Un pain au raisin, oui. C'est un peu banal quand même. C'est mieux quand il y a des Suisses. Alors, donc en fait, la seule information qu'on a est très locale, c'est-à-dire qu'on sait que ce point-là est proche de ce point-là, on sait que ce point-là est proche de ce point-là, etc., mais on n'a aucune idée. L'information qu'on reçoit en grande dimension est très, très localisée, donc on n'a aucune idée de l'image d'ensemble de ce nuage de points. Et on soupçonne qu'en fait, même s'il est représenté dans un espace de grande dimension, ce nuage de points est un objet qui est fondamentalement représentable en petite dimension, et on cherche à trouver cette représentation en petite dimension. Donc ici, c'est un ruban, d'accord, et on va chercher à déplier le ruban. Et bien, le problème de déplier ce ruban s'écrit comme un programme semi-défini. Alors, c'est une relaxation, etc., mais on peut dire des choses sur la qualité de la solution. Et ce programme semi-défini de dépliage, qui est vraiment un problème géométrique, est le dual du problème de trouver la distribution qui mélange le plus vite sur le graphe dont j'avais parlé précédemment. Et ça reste un peu un mystère, et en particulier, on ne sait pas vraiment, on a des bons algorithmes pour trouver des distributions qui mélangent rapidement sur le graphe,
mais on ne sait pas encore vraiment comment exploiter ces algorithmes pour déplier de manière raisonnablement rapide les ensembles en grande dimension. Donc il me reste quelques transparents, juste pour finir sur une histoire de transfert, et une bonne surprise. Et là, ça devient vraiment très très graphique. Donc Netflix, c'est quoi? Alors Netflix, c'est de la vidéo à la demande, d'accord? Ça existe partout dans le monde, sauf en France. Et genre, je plaisante, mais ce serait sympa s'ils franchissaient l'Atlantique. Et donc, ils ont à peu près 25 millions d'utilisateurs et 60 000 films. Et en particulier, comme les films européens, ça coûte pas cher aux États-Unis parce qu'avec les sous-titres, personne ne les regarde, ils ont un très bon catalogue de films européens. Et en particulier, c'est vraiment donc c'est de la vidéo à la demande illimitée, ou bien sinon ils envoient des DVD par la poste, etc. Et c'est beaucoup moins cher que Canal+. Et la grande caractéristique de Netflix, c'est qu'en fait, ils n'ont pas un problème de gérer la pénurie, ils ont un problème de gérer l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a tellement de films que c'est vraiment difficile d'en choisir. Et pour garder leurs utilisateurs intéressés, ils ont besoin de faire des recommandations pertinentes sur le prochain film que vous allez regarder. Et donc, ça, pour eux, c'est vraiment fondamental. Et en même temps, ils ont beaucoup de données. Donc, ils ont plein de films. Hein, donc, ça, c'est un peu une version réduite de leur problème à eux. Donc, ils ont plein de films, plein d'utilisateurs. Et pour chacun, pour quelques-unes de ces paires, donc cet utilisateur, par exemple, a donné une note à tous ces films ici. Et la question maintenant, c'est d'essayer pour chaque utilisateur de donner une prédiction pour les films qu'il n'a pas vus, qui soit la plus pertinente possible. Et donc on peut faire ça, vous le faites tous les jours en lisant des critiques de films, mais les critiques de films, évidemment, vous choisissez des critiques souvent qui vous correspondent, mais les critiques de films, ce sont des notes absolues. Ce ne sont pas des notes de personnes qui vous ressemblent. D'accord ? Le problème que Netflix veut résoudre est un peu plus subtil. Il veut donner une note à chacun des films que vous n'avez pas vus, mais il veut donner la note qu'auraient donné des gens qui vous ressemblent beaucoup dans leur appréciation du cinéma. D'accord ? Et ça, c'est un problème qui est un peu plus difficile à résoudre. Et donc ça, c'est ce à quoi ressemblent les recommandations pour ma page. D'accord ? Et donc, on voit que ça marche plus ou moins bien. Donc, Memento, je l'ai déjà vu, mais c'est vraiment très bien. Ça, par contre, c'est une histoire de scalpel et de bistouri. Et je ne suis pas très clair que... Par contre, ils ont repéré que j'étais français aussi. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce problème de filtrage collaboratif? Alors, ça s'appelle du filtrage collaboratif parce qu'on est vraiment incapable de baptiser correctement les algorithmes. Et donc, en gros, c'est très simple. Pour chaque note, on va écrire chaque note comme un produit scalaire de deux vecteurs petits, un vecteur qui représente les caractéristiques du film et un vecteur qui représente les caractéristiques de l'utilisateur. D'accord ? Donc c'est quoi le problème de filtrage collaboratif? C'est un problème de factorisation de matrice. On part de la matrice qui représente l'information qu'on a sur les notes, d'accord ? Et on va écrire cette matrice comme un produit de deux matrices, l'une correspondant à la description des films, l'autre à celle des utilisateurs. D'accord ? Et évidemment, comme on génère deux matrices à partir d'une, on sent qu'on a une certaine indéterminée. Et donc, on va pénaliser ce problème pour rendre la description des utilisateurs et la description des films la plus courte possible, et du coup, bien régulariser le problème. Et donc ça, c'est un problème qui s'écrit un peu comme le problème de reconstruction parcimonieuse dont j'ai parlé précédemment. On va chercher la matrice de rang le plus faible qui colle le mieux possible aux données qu'on obtient sur les notes, les données de la matrice M. Et ça, de nouveau, comme on l'avait fait pour le problème de reconstruction dans les systèmes linéaires, on peut écrire une relaxation convexe qui se trouve être un programme semi-défini. D'accord ? Donc, de nouveau, on a une approximation semi-définie avec des bonnes garanties, etc. Et donc, d'une certaine manière, ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce que ce problème est particulièrement populaire? C'est qu'en 2006, je crois, Netflix a offert $1 million à l'équipe qui... Donc, ils avaient un algorithme pour résoudre ce problème de filtrage collaboratif en interne, dont ils étaient très fiers. Et ils ont offert $1 million à l'équipe qui pourrait améliorer sa performance par un facteur, de 10%. D'accord? Et $50 000 à la première équipe à l'améliorer par 1%. Il a fallu en fait 2 semaines pour battre l'algorithme de 1% et 3 ans pour atteindre 10%. Et en fait, ce n'était pas forcément une mauvaise chose pour eux parce que pendant 3 ans, tous les étudiants en thèse et les post-docs en intelligence artificielle des États-Unis et du monde se sont mis à bosser sur le problème de Netflix. D'accord ? Donc, pour $1 million, on peut s'offrir vraiment la moitié de la communauté d'intelligence artificielle dans le monde. Et donc, on n'est vraiment pas cher, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et donc, ça, c'est intéressant. Et en fait, le message, c'est vraiment qu'on manque de données.
et que chaque fois qu'une des données intéressantes sortent sur un problème utile, il se passe quelque chose de bien, et ça c'est vraiment une illustration particulièrement spectaculaire. Et l'histoire pourrait s'arrêter ici, mais je veux terminer sur une note vraiment positive. D'accord ? Ce travail sur la recommandation des films a des implications au-delà du cinéma à la maison. Il y a un vieux problème qui est celui de reconstruire la phase dans l'imagerie moléculaire par diffraction. Alors comment ça marche? On a une source de rayon X, on la fait passer au travers d'une molécule qui est consentante, et cette molécule projette sur un capteur une image par diffraction. D'accord? Ce qu'on aimerait faire, c'est reconstruire la géométrie de la molécule. Et malheureusement, comme le capteur perd l'information de phase, il nous manque une certaine quantité d'informations pour reconstruire la géométrie de la molécule à partir de ce qu'on observe. Mais par contre, on peut suréchantillonner, et en particulier suréchantillonner avec des masques. D'accord? Donc on a pas mal d'observations, et en fait, ce qu'on cherche à résoudre, c'est un système linéaire, mais malheureusement dont on a perdu l'information de phase, et donc on n'a que le module du produit scalaire entre AI et X en complexe. D'accord? Et donc on perd pas mal d'infos, et la question c'est de savoir est-ce qu'à partir de ces observations, on peut reconstruire l'image originelle, donc la géométrie de la molécule elle-même. Et en fait, récemment, il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont dit mais ce problème-là, en utilisant des techniques de relaxation très classiques, il peut s'écrire comme ça, et ça c'est quoi? C'est un problème qui ressemble comme deux gouttes d'eau au problème de filtrage collaboratif de Netflix. D'accord? On cherche une matrice de rang faible qui satisfait une longue liste de contraintes linéaires. Et donc, suite à toute cette épopée Netflix, etc., on avait des résultats maintenant très précis sur la qualité de l'approximation par la relaxation convexe du problème de reconstruction combinatoire. Ce problème-là est combinatoire, mais on peut écrire une relaxation convexe qui est ici. D'accord? Et grâce à Netflix, on était tout à fait capable de décrire quand cette relaxation marchait. Et donc, en fait, on a pu obtenir des algorithmes très efficaces pour résoudre ce problème relativement ancien de reconstruction de phase en utilisant des techniques qui sortaient du filtrage collaboratif et de la recommandation de films aux téléspectateurs américains. Voilà. Et donc, je trouve ça assez drôle, et c'est une belle histoire sur le transfert, et je vais m'arrêter ici. Merci.